Alors, sans plus tarder, je vais tout de suite vous présenter notre orateur invité, notre conférencier d'ouverture. C'est quelqu'un que je connais depuis plusieurs années et que j'admire depuis encore plus longtemps parce que Jia Gamache est un des grands. J'ai commencé à participer à des concours de discours en 2009 et à ce moment, lui, ça faisait déjà plusieurs années qu'il participait et qu'il gagnait des concours. Vous savez, des fois, ça arrive qu'on peut hésiter avant de monter sur scène. Des fois, on n'ose pas y aller. Est-ce que ça vous arrive d'avoir un peu peur ou est-ce que vous avez peur d'avoir l'air fou? Oui, hein? Même quand on a beaucoup d'expérience ou bien qu'on n'a pas d'expérience, ça peut nous arriver d'avoir cette peur. Ben, Jia Gamache aujourd'hui va nous dévoiler pourquoi on devrait prendre la parole et pourquoi il est si important de prendre cette parole et de prendre notre place. Il est bachelier en administration des affaires et un conférencier bilingue basé à Montréal. Jia est un fier membre Toastmaster et je peux vous dire qu'il est le seul Québécois, jusqu'à maintenant, à avoir remporté un podium au championnat mondial des orateurs, le World Championship of Public Speaking. Il a remporté la 3e place en 2001, je crois. Depuis ce temps-là, il a été 3 autres fois finaliste mondial, c'est-à-dire top 10 au monde. Et ben, je peux vous dire que cette année, 2022, il a remporté le championnat de son district au concours international pour la 15e fois. Je pense que ça fait de lui un des Toastmasters au monde le plus décoré dans le concours international, mais probablement le francophone le plus décoré au concours international de discours. En plus de ça, il est un auteur. Il a écrit le livre, là je vais m'assurer de lire le titre parce qu'il y a plusieurs mots dans son titre. Le titre de son livre, c'est « Trac pas trac, j'y vais, les 3 conditions pour en finir avec la peur de parler en public et 77 trucs pour être prêt, peu importe ce qui se passe sur scène ». Et ce livre est né à sa 3e édition. Moi, je pense que chez nous, j'ai la 2e édition. Voici votre conférencier d'ouverture avec sa conférence « Nous avons tous besoin de votre lumière », Jia Gamache. Moi, j'applaudis Alexandre. Merci, Alexandre. Quelle belle présentation. Quelle belle présentation. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé Alexandre quand tu disais il a été le seul Québécois pour l'instant, parce que je sais, Alexandre, que tu vises ça toi aussi. Ah ben moi, je vise pas à être un Québécois qui va gagner. Là. Moi, je vise à être le premier Franco-ontarien à me rendre en finale. Exactement, exactement. Alors, je te le souhaite cette année, puis je me le souhaite à moi aussi, d'aller un peu plus loin. Alors, bonjour tout le monde, bonjour les membres Toastmasters, bonjour les gens qui ne connaissent pas Toastmasters. Alors, bonjour à vous tous. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes sur votre X? Pour répondre à la question, il faut essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire être sur son X. Hein? Platon disait que le début de la sagesse, c'est la définition des termes. Donc, être sur son X, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être à sa place, de savoir qu'on est là où on devrait être. Moi, quand j'y pense, j'ai l'impression que être sur son X, ça doit venir du théâtre ou du cinéma. Vous savez, les acteurs, lorsqu'ils se font filmer, on fait une marque par terre, un X, puis on dit ça, c'est ta marque, tu dois rester là pendant que la caméra passe autour, ou bien tu dois rester là pour qu'on puisse bien te voir lorsque tu parles. Donc, être à son X, c'est être à la bonne place. Et je me suis longtemps demandé si j'étais à la bonne place. Puis aujourd'hui, je suis tellement content de l'événement du Sommet international des orateurs francophones que vous allez voir aujourd'hui des gens qui, d'après moi, sont sur leur X. Et le X de ces personnes-là, comme le mien, c'est d'être la seule personne qui ne regarde pas dans la bonne direction. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que lorsqu'on parle, nous, devant un groupe, tout le monde nous fait face, puis nous, on regarde le fond de la salle. On est le seul à regarder dans la mauvaise direction. Parce que c'est ça notre place, c'est d'être ici en avant. Et comment
comment j'ai fait par découvrir quel était mon X? Bien, ça a commencé avec une rencontre que j'ai faite à l'école. Puis j'aimerais, tout le long de ma présentation, que vous réfléchissiez à ça, ce concept-là, d'être sur votre X, d'être à la bonne place. Qu'est-ce que ça veut dire, être à la bonne place? Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Parce que quand j'ai préparé aussi une vidéo, j'ai préparé une petite minute là, de présentation pour inviter les gens, j'ai fait une promesse. Hein. La promesse que j'ai faite, c'est que j'ai demandé aux gens, est-ce que vous avez ce sentiment-là d'être un imposteur? De ne pas être à votre pas être à votre place, puis d'avoir peur là, qu'on vous qu'on remarque que vous n'êtes pas assez bon, pas assez fin, pas assez intelligent, pas assez n'importe quoi pour être là. Alors, j'espère qu'à la fin de la présentation, vous allez avoir une réponse à ça, si vous êtes vraiment un imposteur ou pas. Alors, revenons à mon histoire du X. Moi, j'ai fait la rencontre d'une personne qui était sur son X. C'était mon professeur d'histoire quand j'étais au secondaire. Robert, je cherchais son prénom, Robert. Robert était dans la trentaine et c'était vraiment un gars qui était à sa place. Il était sur son X à raconter l'histoire. Il parlait de l'histoire comme si c'était justement une histoire. C'était fascinant. Mais comme tous les adolescents de mon âge, à l'école, on trouvait ça un peu embêtant, les cours d'histoire. Alors, des fois, on s'organisait pour poser des questions à Robert pour que Robert nous parle de son temps à lui, lorsqu'il était adolescent. Alors, on était content, on n'entendait plus parler de date, puis il nous racontait son histoire. Et puis Robert, qui était un adulte assez intelligent, a compris notre jeu, puis je pense qu'il se servait même de l'occasion de nous raconter ses anecdotes pour nous récompenser d'avoir écouté. Alors, toujours est-il que Robert racontait le temps où il avait à peu près notre âge et qu'il avait fait le tour de la Gaspésie sur le pouce. Pour nos amis européens ou africains, sur le pouce, c'est faire de l'autostop. Hein? Donc, au Québec, on va appeler ça faire du pouce. Alors, il racontait son histoire, son aventure, il allait d'un endroit à l'autre, et puis il rencontrait des gens, les feux de camp, les discussions. Il en fallait pas plus pour que moi, qui avais 16 ans, que je commence à rêver. À rêver de me voir moi aussi faisant de l'autostop, faisant du pouce, faire le tour de la Gaspésie. Bon, premièrement, le tour de la Gaspésie. Si vous n'êtes pas de la région du Québec, qu'est-ce que c'est? Rapidement, sur la carte du Québec, il y a le Québec qui est à peu près ici, puis il y a une péninsule qui va vers les Maritimes. Cette région-là s'appelle la Gaspésie, donc c'est une péninsule maritime. Et faire le tour de la Gaspésie, c'est tout simplement faire le trajet tout le long de la péninsule. Donc faire une boucle partant de Montréal vers l'est, faire le tour et de revenir. Donc, ce qui s'était passé tout d'un coup, Robert, en racontant son aventure, il m'a partagé sa lumière. Quand il parlait de ses aventures comme ça, il était lumineux, il était comme transformé. Tout le monde, on était fasciné de l'entendre. Et puis, sa lumière, un peu comme une chandelle, est venue allumer ma lumière. Savez-vous? Vous connaissez sûrement cette métaphore qui a été utilisée souvent dans plusieurs présentations. Une chandelle, lorsqu'on l'approche d'une autre chandelle puis qu'on allume l'autre chandelle, ça n'éteint pas la première chandelle. Ça vient tout simplement de multiplier la lumière. Alors, Robert m'avait passé sa lumière. Alors, je rêvais, moi, de partir sur le pouce à l'aventure, faire le tour de la péninsule gaspésienne, faire cette boucle-là. Et là, je vais voir mon père. Puis, je disais à mon père, papa, je sais ce que je vais faire cet été. Il dit, ah oui, mon gars, oui, oui. Je vais faire le tour de la Gaspésie sur le pouce. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui avez des enfants? Faites un petit signe, là. Oui, bon. Imaginez-vous la situation, là. Votre jeune de 16 ans vient vous voir puis vous dit, papa, je veux partir tout seul à l'aventure,
faire de l'autostop, autrement dit, monter à bord de voitures d'étrangers et partir pendant une semaine, comme ça. Quelle aurait été votre réponse? Il n'y en a pas question. C'est bien trop dangereux. Vous êtes d'accord avec moi? Mon père avait cette idée-là, mais mon père avait remarqué quelque chose d'intéressant. Il avait vu ma lumière. Il avait vu qu'il y avait quelque chose dans mes yeux qui brillait quand je parlais de mon projet. Et pour papa, c'était la première fois qu'il voyait son adolescent qui, à l'âge de 14, 15 ans, avait passé tout l'été devant la télévision, sur le sofa, à ne rien foutre de son été. Papa aurait souhaité que j'aie un petit job d'été, quelque chose pour me tenir occupé, au moins d'être un peu plus productif, mais je ne foutais absolument rien. Et là, je lui arrive, l'école n'est pas terminée, puis je lui annonce que je veux faire quelque chose de mon été. Alors là, il était un peu embêté parce qu'il se disait, bon, je veux pas éteindre cette lumière-là. Alors mon père a joué le jeu. Au lieu de me dire non, il me fait creuser dans mon projet. Il m'a demandé, il dit, puis, OK, si tu veux faire le tour de la Gaspésie, OK, mais où est-ce que tu vas aller? Bien, j'ai montré sur une carte, puis je vais aller à cet endroit-là, puis faire le tour des villes. Je vous passe le nom des villes, ça ne vous dit rien pour plusieurs. Alors, je fais le tour de la péninsule. Oui, mais où est-ce que tu vas coucher? Parce que ta mère puis moi, là, on ne te laissera pas partir si ce n'est pas sécuritaire. Là, j'étais embêté. Je ne savais pas quoi répondre. Parce que j'aurais pu dire, je vais coucher à tel endroit, mais toucher à un endroit sécuritaire. Et là, il faut que vous compreniez là, que c'était avant Internet. Avant là, ce moment-là où c'était tellement facile, on fait Google, on fait une petite recherche, puis tout apparaît. Alors, il a fallu que je cherche, j'essaye de trouver, et là, j'ai découvert quelque chose qui s'appelait les auberges de jeunesse. Donc, un endroit sécuritaire où des jeunes vont aller dormir. Alors, je vais voir mon père, je reviens avec ma fameuse carte, puis je dis, il y a une auberge de jeunesse à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit, et ça va être mon parcours, je vais partir d'une auberge de jeunesse à l'autre. Alors, papa disait, bon, ben, c'est bien ça. Alors, combien ça va te coûter? Je ne savais pas. Alors, je retourne faire mes calculs, puis quelques jours plus tard, je reviens voir mon père, puis je dis, papa, ben, j'ai calculé que c'était pour me coûter 150 $. OK. L'histoire se passe dans les années 80, alors c'est peut-être 3-4 000 en dollars de 2022, là. Alors, toujours est-il que mon père me dit, bah, c'est très bien, ça va te coûter 150 $. Alors, comment tu vas faire pour trouver 150 $? Parce que moi, je n'ai pas d'argent pour toi, là. Comment tu vas en faire? Là, j'étais vraiment embêté. Mais mon père avait une idée derrière la tête, que je fasse quelque chose de ma peau, que j'aille au moins avoir un travail d'été pour ramasser de l'argent. Puis il s'est dit qu'avec son travail d'été, ben, il va goûter à ce que c'est que d'avoir des sous, puis il va continuer à faire ça, puis il va laisser tomber, il va oublier son projet fou là, de partir en autostop. Sauf que j'avais un problème, moi. J'étais un garçon extrêmement timide. Vraiment, vraiment très, très timide. Moi, j'ai essayé d'aller au McDonald's, porter, vous savez, la feuille avec ton nom et tout ça pour le petit CV qu'on demande aux adolescents. Et j'ai ouvert la porte et puis je suis retourné. Je n'arrivais pas à avoir le courage de faire la demande. Alors, qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? Quand l'école s'est terminée, bien, je suis retourné sur le sofa du salon puis j'ai regardé la télévision. Puis je ne foutais pas grand-chose. Puis papa commençait à être exaspéré. Puis moi, ben, le temps avançait, juin avançait. Bon, pour les gens à l'international qui ne sont pas de Montréal, on a une pause estivale. L'été, on ne va pas à l'école pendant la fin de juin, juillet et août. Donc, on est à la maison. Et alors, juillet arrive à la mi-juillet, puis là, ben, moi, je vois mon rêve fondre comme neige au soleil, là. Je ne sais pas quoi faire, mais je ne suis pas capable de postuler pour avoir un job d'été. Alors, mon père, qui est électricien, avait un ami qui était un chef électricien, un entrepreneur général. Et le monsieur arrêtait à la maison avec sa camionnette pour discuter avec mon père. Les deux hommes se connaissaient bien, monsieur Tétrault. Et puis là, il m'est arrivé, j'ai eu une idée. J'ai laissé mon père parler avec M. Tétrault. Puis quand mon père était parti, j'allais voir M. Tétrault.
qui était dans sa camionnette. Je dis, Monsieur Tréteau, avez-vous du travail pour moi? Monsieur Tréteau dit, non, non, pas de travail. Pas de travail pour toi. Il n'y avait rien à faire d'un adolescent qui avait deux mains gauches, là. Il avait besoin de professionnels. Mais moi, j'avais mon idée. Ma lumière est allumée. Je voulais absolument trouver une façon de faire de l'argent. Alors, j'ai utilisé la stratégie que je connaissais, celle de l'enfant qui veut demander un bonbon à sa mère à l'épicerie, là, au supermarché. Vous connaissez cette stratégie-là? Peut-être ceux qui ont des parents connaissent cette stratégie-là. Maman, maman, je veux un bonbon, je veux le bonbon, là. Maman, maman. Et qu'est-ce qu'on fait? On harcèle notre maman jusqu'à ce qu'elle fasse OK, ça va, là, tu vas l'avoir, ton bonbon. Hein? Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois que je voyais M. Tétrault, je cognais sur sa fenêtre lorsqu'il finissait de parler avec mon père. Je disais, Monsieur Tétrault, avez-vous du travail pour moi? Ah, je serais bon. Non, je n'ai pas de travail pour toi. Et là, je l'ai harcelé de fois en fois, jusqu'au moment donné où M. Tétrault était hors de lui. Et il me dit, en colère rouge, là, combien de fois il faut que je te le dise, je n'ai pas de travail pour toi. Mais de toute façon, si j'en avais, le plus que je pourrais te donner, c'est $1 de l'heure. Alors, j'ai répondu à M. Tétrault, parfait, on se voit lundi. Et je suis parti. Et c'est comme ça que j'ai eu mon premier job à vie, à l'âge de 16 ans, à $1 de l'heure. Alors, $1 de l'heure, là, c'est vraiment une fraction infime de ce qu'est le salaire minimum, même dans les années 80. Toujours est-il que j'ai travaillé pour M. Tétrault. J'ai travaillé, j'ai fait des heures. Jamais je demandais mon salaire. Jamais. Mais je comptais. Puis là, M. Tétrault me fait faire toutes sortes de trucs. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse faire un jeune adolescent qui ne sait pas travailler? J'ai creusé des trous au pic et à pelle. J'ai fait toutes sortes de trucs qui n'avaient pas de bon sens. Puis là, au bout de 150 heures, je suis allé voir M. Tétrault. Je pense que c'était un mercredi. Mercredi matin, j'arrive chez M. Tétrault, puis je dis $150, M. Tétrault. Moi, j'avais le chiffre 150. $150. Ben là, écoute, mon jeune, tu travailles bien, tu es assidu, écoute, je vais te donner le salaire minimum, reste avec nous jusqu'à la fin de l'été, on n'a pas fini le chantier, on a besoin de toi. Je dis non, 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 moi je pars en voyage, $150. Alors imaginez-vous la tête de mon père quand j'arrive le soir et je dépose $150 sur la table. Puis je dis à mon père, papa, j'ai tout ce qu'il faut, puis je peux partir en voyage. Là, mon père est embêté, parce que jamais mon père m'avait dit non. Et là, s'il me disait non, il savait très bien qu'il était pour éteindre ma flamme. Alors, mon père a fait un pari. Et je suis tellement reconnaissant pour mon papa d'avoir eu ce courage-là de me faire confiance. Mais il me faisait confiance, mais il me connaissait. Il se disait, bon, je le connais, il n'y a pas de comment je pourrais dire, il abandonne tout ce qui commence. Alors, il va aller au coin de la rue, il va faire de l'autostop pendant 2 heures, puis après ça, il va revenir en pleurant à la maison, comme d'habitude. Alors, il y a eu une idée, il s'est organisé avec, puis aussi pour que ce soit sécuritaire, il s'est organisé avec un collègue qui s'en allait dans cette région-là pour que j'ai un lift, au Québec on appelle ça un lift, avoir comment je pourrais dire ça, qui m'amène dans sa voiture, cet homme-là, à la première auberge de jeunesse. Alors, on m'amène à la première auberge de jeunesse, je sors de l'auberge de jeunesse avec mon sac, et là, on est à la Brunante, et là, je vois la voiture de celui qui me donne un lift, qui s'en va, puis qui disparaît, comme des lucioles qui disparaissent dans la nuit. Et là, je suis devant la porte avec mon sac à dos, j'ai 16 ans, et là, je réalise que je suis à 800 km de chez moi, je suis à Rimouski, et que je suis tout seul. Et là, j'ai peur. J'ose pas rentrer, je reste là, je ne sais pas trop combien de temps, et là, le temps passe, et il commence à faire noir. Puis là, ben, je commence à avoir froid, puis là, ben, j'ai plus peur de rester dehors que de rentrer en dedans. Alors, j'entre dans l'auberge de jeunesse, et en ouvrant la porte, je vois qu'il y a une table avec une chaise. Alors, je m'assois sur la chaise, je prends une revue comme ça, et je surveille ce qui se passe. Et quand on dit que la réalité dépasse la fiction, là, la revue était à l'envers. Ça a pris un bout de temps avant que je m'en rende compte. J'observais ce qui se passait. Puis là, j'ai vu qu'il y avait une table où il y avait une gentille dame qui était là pour faire les enregistrements. On se présente là, puis on donne notre nom et tout ça, puis on fait le paiement et tout ça. Alors, tout est beau, je vais à la table,
Et la dame me demande mon nom. Et tout ce qui sort, c'est « Chiant Gamache ». Il n'y a rien qui sort. Je suis devenu aphone. J'arrive pas à parler. C'est comme s'il y avait un géant qui me serrait la gorge et qui m'empêchait de parler. Est-ce que vous connaissez cette sensation-là? La sensation que vous voulez faire quelque chose, mais la peur vous empoigne comme un géant qui vous empêche d'avancer, ou qui vous empêche de parler, ou qui vous empêche de faire ce que vous voulez faire, vos projets de vie, vos rêves. Connaissez-vous cette sensation? Moi, je la connaissais trop bien. Et j'étais là, suffocant. J'essayais tant bien que mal de dire mon nom. Et là, la jeune dame a posé un geste qui a complètement changé ma vie. Elle était sur le bord de sa table. Elle s'est appuyée sur le bord de la table. Elle s'est penchée à l'avant, puis elle a collé sa bouche sur mon oreille. Et là, j'ai pu chuchoter mon nom, chuchoter mon adresse, d'où je venais. Mais ce qui venait de se passer à cet instant-là, c'est que je venais prendre conscience que j'étais prisonnier à l'intérieur de moi. Jusqu'à ce moment-là, moi, je pouvais me conter des histoires. Moi, je me disais, oh, j'ai pas d'amis, moi. J'ai pas d'amis parce que je suis un leader. Je ne suis pas un mouton. Moi, j'aime pas ça faire partie des groupes puis suivre tout le monde. Je suis un leader. J'étais pas un leader. J'étais face à ma réalité. J'étais un enfant terrorisé qui avait peur des autres, qui n'avait pas d'amis. Alors, je ne pouvais plus me mentir. Et c'est ça qui a été la chose qui a changé ma vie. La jeune femme m'a accompagné, m'a fait faire le tour de l'auberge de jeunesse. Et à 20h, 8h le soir, dans une auberge de jeunesse remplie de jeunes, je me suis fait un serment. Le serment que j'étais pour m'en sortir. Me sortir de cette difficulté qui était de me sentir en prison. En prison. Puis, avec le goût salé de mes larmes, je me suis fait cette promesse-là que j'étais pour m'en sortir. Je me suis fait un serment. Puis j'ai fini par m'en sortir. Et j'ai vraiment volontairement posé des gestes pour m'en sortir. Mais là, excusez-moi, là, je suis un petit peu confus. Alexandre, peux-tu me parler un instant, s'il te plaît? Oui, allô? Je vois l'heure, 9h33. Est-ce que j'ai atteint la limite de mon temps? On peut demander à Aurélie où on est rendu dans ton 20 minutes. Ah, j'ai 20 minutes. OK. On a commencé un peu plus tard que prévu, alors je pense que tu as encore quelques minutes. OK, juste quelques minutes. Parfait. Fait que je vais conclure en 5 minutes. Alors, donc, pourquoi je vous raconte tout ça? C'est que j'étais pris à l'intérieur, mais là, j'avais ma flamme, moi, qui avait été allumée par Robert. Puis cette flamme-là, ben, elle s'est manifestée par la suite par d'autres façons. Parce que, bon, j'ai fait mon voyage, j'ai fait le tour de la Gaspésie, ça a été très bien, je me suis forcé à parler avec d'autres jeunes. Puis par la suite, ben, cette flamme-là, je ne savais pas trop ce que c'était, mais ça a pris plusieurs formes. Je vais juste vous montrer, je vais disparaître de l'écran un instant pour vous montrer la forme que ça a pris. Je suis devenu un DJ. Donc, c'est ce que je fais aujourd'hui. D'ailleurs, tout à l'heure, je m'en vais animer un mariage. J'ai fait du clown, j'ai fait beaucoup d'animation avec les enfants, je suis devenu marionnettiste, comme vous pouvez voir. Alors là, ici, pour ceux qui sont canadiens, c'est mon héros, Bobino, un héros d'enfance avec qui j'ai été pris en photo, mais il était décédé à l'époque. Et donc, je suis devenu marionnettiste. Et puis après ça, j'ai connu Toastmasters. Et puis avec Toastmasters, ben, j'ai pu parler à des milliers de personnes avec les championnats du monde. Et comme on a mentionné, j'étais en 2001, j'ai été donc numéro 3 mondial.
J'ai réussi vraiment, à un moment donné, à en finir avec ma peur de parler en public. Mais je me suis toujours senti comme un imposteur, comme quoi j'étais pas assez incompétent. Puis c'est ça avec quoi je voudrais vous laisser ce matin, avec 3 questions que je me pose, moi, lorsque je, je me sens là, que je suis pas à ma place, 3 questions que je me pose. Puis la première question, c'est: est-ce que j'ai fait mes devoirs? Est-ce que j'ai le droit d'être ici? Est-ce que j'ai fait mes devoirs? Est-ce que je me suis préparé? La réponse, c'est oui, je me suis préparé. Comme aujourd'hui, là, c'est la 3e fois que je présente cette présentation. L'autre question que je me pose, c'est: ai-je le droit, attendez, je vais me pencher pour que vous puissiez me voir, de ce côté-ci, pardon, ai-je le droit d'être là? Ça, c'est quelque chose que vous avez à régler avec vous-même. Est-ce que j'ai le droit d'être ici? Vous pouvez poser la question aux gens qui vous ont demandé de parler. Est-ce que vous avez le droit d'être là? Oui. Moi, j'ai le droit d'être là parce que je suis un expert sur les histoires de Gilgamesh. Alors, il n'y a personne. Je suis une sommité mondiale, alors je vous parle de ma vie. Donc, oui, j'ai le droit d'être là. Et quelle est mon intention? C'est quoi mon intention? Pourquoi est-ce que je suis là? Moi, mon intention ce matin, c'est de vous dire que vous pouvez, vous êtes à votre place lorsque vous passez votre lumière. Alors, où est votre attention? Souvent, l'attention, c'est que je vais vous regarder, vous, puis vous dites: oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai le droit d'être là ou pas? Non, mais où est votre attention? Moi, mon attention est sur vous, sur le message que j'ai à vous passer. On a tous quelque chose d'important à donner aux autres. Aujourd'hui, vous allez entendre plusieurs orateurs francophones qui ont un message important. Recevez ce cadeau. Et sachez que vous aussi, vous avez à l'intérieur de vous cette lumière que vous pouvez partager aux autres, telle une chandelle qu'on allume la chandelle d'un autre. Et des fois, simplement par un récit, simplement en disant aux autres qu'il y a de l'espoir, que vous avez fait quelque chose qui vous a aidé, les gens ne se sentent plus seuls et ils savent que c'est possible. Et vous avez allumé leur lumière, C'est super, hein? changé leur vie. Donc, nous avons tous besoin de votre lumière. Réjouissez-vous aujourd'hui d'écouter tous ces orateurs pour avoir et profiter de leur lumière. Alors, merci beaucoup de votre attention et je vous souhaite à tous une bonne fin de vitrine Tu vois, francophone. ouais, ça t'énerve un peu.